Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Skoda Octavia. McPherson est multilien. Avec un package pour mauvaise route, c'est-à-dire avec une garde au sol accrue et des bottes supplémentaires, la suspension peut facilement parcourir jusqu'à 120 000 à 150 000 km sans intervention majeure. Les bras de commande avant sont presque toujours en acier et la rotule est remplaçable. Même les voitures européennes, Break, Lorrain Esperluette Clement et Scoot, destinées au marché russe ont des leviers en acier. Seules de rares importations, grises, rencontrent des leviers en aluminium. Le multibras arrière est assez simple, avec, là encore, des silent blocks de levier remplaçables. Les composants de suspension les plus chers sont les amortisseurs actifs, que l'on trouve rarement. Bien entendu, si vous conduisez beaucoup sur des chemins de terre à pleine charge, la durée de vie des éléments arrière sera nettement inférieure. Pour prolonger la durée de vie dans de tels cas, des ressorts plus rigides et même des pièces silencieuses de l'Audi 3 roupies sont utilisées. Après 140 à 150 000 km, le propriétaire sera presque certainement confronté à une réparation majeure avec le remplacement des roulements à billes et de supports à l'avant et de presque tous les élastiques de la suspension arrière. Le rack électrique de l'Octavia est un ZF de deuxième génération, comme sur la Passat B6. Il n'est pas configuré de la meilleure façon, mais maintenant ce n'est plus un problème. Pour ceux qui veulent avoir une direction plus intelligible et un volant lourd, un firmware de, encore une fois, l'Audi 3 roupie ou, disons, la Golf R est disponible. Les inconvénients de la deuxième génération de LAT sont connus. Les craquelins acidulés, qui n'ont pas été lubrifiés en usine, commencent à se renverser avec le temps. Mauvaise étanchéité du boîtier du rack et de l'électronique. Parfois, panne du capteur de couple sur l'arbre en raison d'un câble cassé. Il est préférable de mettre à jour le lubrifiant dans le rack à l'avance, mais si quelque chose se produit, toutes les pannes peuvent être réparées à relativement peu de frais. Si vous avez vraiment réussi à secouer le support, les options utilisées sont peu coûteuses, mais dans ce cas, il est préférable d'installer un support de troisième génération, par exemple d'une Golf VI ou d'une Audi Q3. Les services ont appris à corriger facilement l'inadéquation entre une fixation sur le faux châssis et le connecteur de câblage. Une telle agriculture collective ne provoque pas de problèmes électriques potentiels, mais il y a plus de chances de trouver une pièce à faible kilométrage, et sa fiabilité est encore plus haut. Presque toutes les voitures sont à traction avant et la partie mécanique est simple et fiable. Les cannelures ne rouillent pas, les joints homocinétiques intérieurs durent longtemps, mais les joints extérieurs peuvent même commencer à tarauder après 120 selon votre chance. Mais la plupart des propriétaires n'ont aucun problème avec eux jusqu'à ce que le kilométrage atteigne 250 ou plus. Curieusement, il existe de nombreuses voitures manuelles, et l'Octavia propose un choix assez décent de transmission manuelle. Il s'agit de boîtes de vitesse à 5 rapports des séries 0A4 et 0AF pour 1.4 et 1.6, ainsi que des boîtes de vitesse à 6 rapports 0.2Q, 0.2S et 0AG avec volant bimasse pour les moteurs 1.8, 2.0 et diesel. Au total, il existe plus de 2 douzaines de caisses de variété. Les boîtes de vitesse elles-mêmes sont assez solides, mais les différentiels sont partout faibles et n'aiment pas glisser, ainsi que l'huile sale ou son absence. Surtout en combinaison du premier et du deuxième. Les moteurs à 6 vitesses sont abandonnés par le volant moteur. S'il se met à jouer, il casse avec le temps les roulements de l'arbre d'entrée. Le problème commun à tous les types de transmission manuelle est l'usure du mécanisme de commutation et ses aléas. L'usure des extrémités des câbles et du curseur du mécanisme entraîne des difficultés à engager les engrenages et un jeu accru. Il n'existe que 3 types de transmission automatique pour l'Octavia, une automatique hydromécanique à 6 rapports Aisin 09G et 2 transmissions DSG présélectives de type DQ200 et DQ250. À une certaine époque, le fusil d'assaut Aisin était considéré comme un bon choix exemplaire. C'est un classique, et une vraie mitrailleuse doit être fiable. En pratique, ce n'est pas tout à fait vrai. La box est sans aucun doute assez solide, très confortable et simple à utiliser. Mais avec la fiabilité, tout n'est pas si clair. Cette boîte sur Octavia avec n'importe lequel des moteurs a 2 problèmes. Le premier est une surchauffe fréquente. Le circuit de refroidissement utilisé fonctionne plus comme un système de chauffage. L'échangeur de chaleur de la transmission automatique a un thermostat côté moteur, et l'antigel n'entre dans la boîte que si le moteur a chauffé à plus de 95 degrés, donc la température standard de la boîte ici est de 100 à 115 degrés.
À mesure que l'échangeur de chaleur est envahi par des dépôts de l'intérieur et qu'avec de rares changements d'antigel, cela prend littéralement 5 ans, la température commence à augmenter encore. Une huile trop chaude tuera rapidement toute la boîte. Vous pouvez baisser un peu la température en retirant simplement le thermostat dans la canalisation, ce qui permettra à la box de moins chauffer même sans modification du système de refroidissement. Cela s'avère particulièrement efficace si le moteur dispose également d'un thermostat froid, à 85 à 90 degrés. Et pourtant, ce n'est pas une panacée. L'échangeur de chaleur est mortel, vous devez donc surveiller régulièrement la température dans la boîte à l'aide d'un scanner de diagnostic, même si le thermostat est retiré. Mieux encore, installez un radiateur de refroidissement externe, puisque cette grosse boîte n'en a pas besoin. Le deuxième problème concerne la réglementation des vidanges et la sensibilité des centrales hydrauliques à usine à la présence de produits d'usure dans celles-ci. Les autorités ne sont pas pressées de changer l'huile même après 60 000 km, et pour préserver la durée de vie du corps de vanne, vous devez le faire encore plus souvent. Les propriétaires, comme toujours, économisent de l'argent. En raison d'une combinaison de deux facteurs, dans la plupart des voitures, la transmission démarre à un kilométrage de 120 à 150 000. La raison, en règle générale, est que les pistons sont déchirés, ils ont surchauffé et ont perdu leur élasticité, et le corps de la plaque du corps de soupape est usé, il y a des fuites dans les soupapes et, éventuellement, la plaque hydraulique est bouchée. Si vous continuez à conduire à coups de pied, une pièce mécanique solide se brise. Que faire si la transmission automatique est déjà en état de mourir? Ne vous précipitez pas pour passer à un robot, cela pose de nombreux problèmes de compatibilité. Vous pouvez envisager d'installer une boîte de vitesse à 6 vitesses à partir de la nouvelle Polo Rapide, elle s'installe avec des modifications minimes. Vous pouvez essayer de le réparer, mais les réparations peuvent être coûteuses, puisque la tradition des service box est de tout changer au hasard. Mais même si vous rencontrez des artisans adéquats, la réparation est objectivement coûteuse en raison de sa complexité, du moins cela s'applique aux travaux sur le groupe hydraulique. Les boîtes DSG sont devenues une histoire d'horreur pour les propriétaires vers l'an 12, et avec un certain retard. À cette époque, la fiabilité des unités augmentait déjà avec force et force, mais la rumeur populaire ne pouvait pas être arrêtée. Maintenant, le principal, les horreurs de la boîte ont déjà disparu. Ainsi, un nouvel embrayage coûte littéralement 200 €, un remplacement mécatronique coûtera à peu près le même montant, et peut-être même moins cher. Il existe des solutions pour réparer les pompes, les carters mécatroniques, les accumulateurs hydrauliques, les fourchettes de vitesse, ou encore restaurer les embrayages. En fait, la DQ200 sèche à 7 vitesses est désormais l'une des transmissions automatiques les plus rentables. Le problème avec le DQ200 spécifiquement sur l'Octavia est que ce boîtier a été installé non seulement avec 1.4 TSI, mais également avec 1.8 TSI. Ces derniers étaient trop rapides pour le robot, surtout si le propriétaire s'adonnait au réglage des puces. En effet, la DSG à 7 rapports ne peut supporter plus de 250 Nm sans modification. Pendant un certain temps, les voitures produites en 2008 à 2009 avec DQ200 et 1.8 TSI avaient la réputation d'être les Octavia les plus problématiques, et leur prix était encore inférieur à celui de la version 1.6 manuelle. Désormais, du fait que la réparation DSG7 est devenue beaucoup plus accessible, la distorsion n'est plus aussi perceptible ou a complètement disparu. En général, il n'y a rien à craindre, même s'il serait judicieux de vérifier dans le carnet d'entretien quelle fiche se trouve sur un boîtier particulier et quelle version de la mécatronique est utilisée. Il existe également des voitures avec des fourches à billes et des mécatroniques à l'ancienne qui ont miraculeusement survécu. Eh bien, il est nécessaire de réaliser un diagnostic informatique complet dans un service spécialisé, heureusement le DQ200 est parfaitement diagnostiqué. Les boîtes de vitesse DSG6 DQ250 à embrayage humide sont rares sur l'Octavia. Elles n'étaient installées en standard que sur la RS, même si un certain nombre d'entre elles sont apparues grâce à des échanges. Il y avait peu de voitures à traction intégrale, elles étaient assez chères et importées d'Europe. Et la transmission intégrale en elle-même avec l'embrayage Aldex 4 n'est pas mauvaise, il suffit de changer l'huile à temps et de surveiller le câblage. La gamme de moteurs pour les voitures russes est très diversifiée. D'une part, des moteurs 1.6 MPI très simples et puissants, BSE à 8 soupapes et apparentés. En revanche, il existe de nombreuses voitures équipées de 1.8 TSI de différentes séries et un nombre important de 1.4 TSI. Tout le reste est beaucoup moins courant. Tous les 1.4 MPI,
1.6 FSI et 2.0 FSI pré-restylés, 1.2 TSI restylés, ainsi que les diesels et 2.0 TSI forcés sont retrouvés, mais rarement. Le sort des voitures à injection directe et suralimentation était peu enviable. L'Octavia est restée une voiture produite en série et assez abordable, dont la culture de service était assez faible. Les propriétaires découvraient souvent quel genre de bête ils avaient entre leurs mains lorsque la consommation d'huile atteignait soudainement 1 litre pour 1000 et que les difficultés de démarrage commençaient. De cette époque, les mythes selon lesquels un moteur turbo doit manger de l'huile, d'une part, et la turbophobie enragée, d'autre part. Le leader incontesté en termes de simplicité et de fiabilité est le moteur 1.6 MPI. Heureusement, il s'agit de l'ancienne gamme EA113 dans la version la plus conservatrice avec une culasse à 8 soupapes et une injection conventionnelle. Le bloc est en aluminium, avec des chemises en fonte, l'entraînement de la distribution se fait par courroie, l'entraînement de la pompe à huile se fait par chaîne. L'option la plus courante est l'ESB, sans EGR et avec apport variable. Il existe également des variantes BGU, BSF et CCSA avec une culasse modernisée, un piston allégé et une admission reconfigurée, mais ce moteur reste très simple et compact. La réparation de ces moteurs est relativement peu coûteuse. Dans le pire des cas, il existe même des tailles de pistons de réparation. L'entraînement par courroie de distribution peut potentiellement durer 150 000, mais il est toujours conseillé de changer la courroie tous les 60. Parmi les inconvénients figure une tendance modérée à la coquefaction des segments racleurs d'huile et des fuites de l'admission dues aux caractéristiques du collecteur d'admission, ainsi que des fissures dans le collecteur d'échappement. On peut également noter des bobines d'allumage peu réussies et des fuites d'huile au niveau des joints SPI et des joints, ainsi que de la ventilation du carter. Un inconvénient indirect est la puissance modeste, 102 chevaux, c'est très peu pour une voiture assez lourde, il faut donc tordre le moteur pour une conduite active en ville. En combinaison avec la faible mobilité inhérente des segments de piston, cela entraîne une usure importante du piston à des courses supérieures à 250. Cependant, avec un fonctionnement prudent, ces moteurs peuvent fonctionner plus de 500 avant une révision, et beaucoup roulent avec un appétit d'huile pendant des années, tant qu'il y a de la compression. En plus du 1,6 MPI, les moteurs de la gamme EA113 sur Octavia se retrouvent dans 3 autres variantes. Le très rare 2.0 MPI à 8 soupapes est introuvable, ce qui est dommage. Le moteur est structurellement similaire au 1.6, mais meilleur simplement parce qu'il a plus de poussée. Moteur 2.0 FSI 150 chevaux BLR, BVZ, BLI appartiennent également à cette ligne. Mais ils ont une culasse à 16 soupapes avec un entraînement par chaîne de distribution et un régulateur de phase coûteux, ainsi qu'une injection directe. L'entretien d'un tel moteur est nettement plus coûteux, surtout à un âge avancé. Il n'y a pas de taille de réparation et il présente des difficultés évidentes de démarrage à froid, en particulier lors de fortes gelées de plus de 20. Rare moteur 2.0 TSI de 200 chevaux. BWA, installé sur RS, appartient également à la série EA113, mais les différences sont assez sérieuses. La culasse est également à 16 soupapes et le système de distribution est également entraîné par chaîne, comme sur le 2.0 FSI, mais le bloc cylindre est en fonte et non en aluminium. Comme vous pouvez le deviner d'après la puissance et l'abréviation TSI, il existe un turbocompresseur. Il n'y a pas de dimension de réparation, mais le bloc, s'il y en a, s'adapte parfaitement à la valeur nominale. Avec un démarrage à froid, les choses vont bien mieux pour lui, bien que l'injection soit directe, le système de contrôle de celle-ci est complètement différent, plus performant. BWA est très populaire parmi les préparateurs, son potentiel de boost est encore plus élevé que celui des derniers moteurs 2.0 TSI EA888. Moteur 1.4 TSI 122 chevaux, il s'agit d'une série EA111 complètement différente. Bloc fonte, culasse 16 soupapes, chaîne de distribution, turbocompresseur, injection directe. De plus, le refroidisseur intermédiaire à air du moteur est liquide, air sur les moteurs 1.8, 2.0 et diesel, et l'échangeur de chaleur est intégré au collecteur d'admission. Il y a environ 10 ans, ce moteur aurait pu être qualifié de problématique. Très souvent, il y avait des problèmes avec la durée de vie de la chaîne de distribution, plus précisément, avec le glissement de la chaîne dû à un tendeur et un capot avant défaillant. En combinaison avec un équipement de carburant complexe et une tendance à la détonation due à l'augmentation des températures d'admission et en même temps à un groupe de pistons plutôt faible, ils ont rendu la durée de vie du 1.4 TSI imprévisible.
De plus, la mise en température était longue en hiver, et seule la boîte de vitesse DSG DQ200 y était associée. Dans des conditions urbaines, vous ne pourriez conduire que 30 à 40 000 avant la réparation et la réparation de l'huile ou faire face à une panne due à la courroie de distribution, mais vous pourriez en conduire plusieurs centaines de milliers. Les défauts des moteurs ont mis beaucoup de temps à être éliminés. En fait, les moteurs de cette gamme n'ont été portés à leur terme qu'avec l'avènement de la prochaine génération d'Octavia. Sa version de 122 chevaux est devenue omnivore, ne nécessitant plus d'essence à indice d'octane de 98 au quotidien. Les problèmes de timing ont été résolus en remplaçant tous les éléments problématiques. Ensuite, les prix de tous les composants fréquemment modifiés ont baissé, et maintenant les moteurs de la série CAXA n'ont plus l'air si mal dans le contexte général. Surtout ceux qui ont été produits après 2011 ou qui ont subi des réparations de haute qualité. La durée de vie du groupe de pistons est systématiquement supérieure à 300 000, ils sont désormais peu coûteux à réparer, ils ne sont pas très sujets à l'appétit pour le pétrole, la conception est simple. Les seuls inconvénients étaient le long temps de préchauffage et la partie malheureusement chaude de la turbine. Également de la gamme EA111, Octavia rencontre la série 1.6 FSI BLF, et en théorie, des voitures équipées d'un moteur 1.2 TSI avec un moteur CBZB sont possibles, mais celles-ci sont rarement trouvées en vente. En fait, il n'y a pas de différence sérieuse de fonctionnement avec le 1.4 TSI, les moteurs sont même un peu plus simples. L'un est atmosphérique, l'autre avec une simple culasse à 8 soupapes. Il y a beaucoup plus de problèmes avec les moteurs de la gamme EA888 sur Octavia qu'avec les petits TSI. Il est intéressant de noter que les moteurs BYJ, BZB de 160 chevaux apparus en 2008, la gamme EA888 Gen 1 n'a pas été remarquée spécifiquement dans le domaine pétrolier. Plus précisément, il est apparu lorsque la vanne du système de ventilation du carter, CVG, est tombée en panne et lorsque la turbine est morte, mais à cause du groupe de pistons, uniquement lorsqu'il était usé et à des kilomètres de plus de 250, rarement auparavant. Une autre chose est qu'il n'était pas sans problème, avec une courroie de distribution très faible, un tendeur glissant extrêmement infructueux et une chaîne à faible durée de vie, ils duraient généralement moins de 120 000 km avant leur remplacement, et le coût de remplacement était plusieurs fois plus élevé que celui des moteurs 1.4. De plus, le système de lubrification de l'ensemble de la ligne n'est pas particulièrement efficace, et le recours à l'alimentation en huile non raffinée des chemises d'arbres d'équilibrage et à l'installation de mini-filtres dans celle-ci était une décision franchement mauvaise. Les arbres se sont bloqués et la courroie de distribution s'est cassée. Les pompes fuyaient désespérément et l'équipement de carburant mal réglé fonctionnait mal. Bref, ce sont des moteurs assez gênants, principalement à cause de l'humidité de la conception. Avec l'installation de composants de distribution et de VCG de la deuxième génération et des modifications, ces moteurs servent encore aujourd'hui. Mais sur la plupart des Octavia A5, les moteurs EA888 sont complètement différents, la gamme EA888 Gen 2, théoriquement améliorée, mais en pratique encore plus problématique. La deuxième génération d'EA888 représentée par des moteurs des séries CDAB et CDAA de 152 chevaux est apparue fin 2009. Avec la génération 1, les moteurs partagent la même conception de base, mais peu de pièces communes. Il existe un bloc léger et des pistons légers, différents VCG, distribution, système de contrôle et collecteurs d'échappement. Les modifications n'ont clairement pas aidé. Des fuites d'huile dans de tels moteurs sont souvent apparues pendant la période de garantie. Dans le cadre de l'achat d'une Octavia de deuxième génération, nous nous intéressons à un point pratique, l'état de ces moteurs aujourd'hui. Oui, les moteurs peuvent être modifiés et privés de l'appétit pétrolier. Mais ces variantes modernisées ne sont en aucun cas majoritaires dans la population. Des moteurs franchement infructueux ont été fabriqués jusqu'en 2011 et avant l'apparition du bloc portant le numéro 221245, ils avaient besoin d'un nouveau groupe de pistons sans aucune option. En théorie, il existe des technologies de raffinage, mais tout cela n'est qu'une agriculture collective bon marché. De plus, il vaut la peine de changer préventivement le tendeur de courroie de distribution. Mais il y aura toujours des problèmes de faible pression d'huile et, par conséquent, l'usure du support d'arbre à cam avant et la casse des équilibreurs. Comme dans le cas de l'EA111, le prix des composants et des réparations diminue progressivement, mais toutes choses égales par ailleurs, l'entretien d'un 1.8 TSI coûtera plus cher qu'un 1.4 TSI. Et bien sûr, le moteur doit être diagnostiqué très soigneusement.
Il n'y a pas beaucoup de moteurs diesel, mais il est logique d'en parler brièvement. Ils sont assez solides, à la fois le EA188 pré-restylé avec des injecteurs pompes et le EA189 post-restylé avec Common Rail. Les premiers moteurs 2.0 à 16 soupapes des séries 188 à ZV, BMM et BMN se démarquent du contexte général, ils ont une culasse peu performante, sujette aux fissures. Les moteurs Common Rail sont équipés d'injecteurs piézoélectriques, qui sont relativement chers, mais toujours moins chers que les injecteurs à pompe. Il existe encore des problèmes courants avec les volets du collecteur d'admission, mais ils sont généralement déjà résolus. Les principaux problèmes des moteurs diesel sur Octavia ne sont généralement pas structurels du tout, il est simplement difficile de trouver des voitures avec des kilométrages allant jusqu'à 200 000 à 300 000, elles sont presque toutes importées d'Europe et elles sont généralement achetées pour rouler beaucoup. Un excellent intérieur est devenu à un moment donné le principal avantage concurrentiel de l'Octavia. Premièrement, elle est tout simplement très spacieuse, la voiture n'avait pas de concurrente dans sa catégorie. Même de nombreuses voitures de la classe D formellement supérieures de ces années-là étaient moins spacieuses à l'intérieur. La qualité de finition est très bonne, et l'ergonomie est excellente, tout Volkswagen. De plus, la voiture a l'air élégante, comme une berline, mais il y a un haillon complet à l'arrière, vous pouvez donc utiliser tout l'intérieur pour le chargement. Il existe également de nombreux inconvénients. L'isolation phonique et les joints sans importance ont été mentionnés ci-dessus. Dans le même temps, les poignées de porte intérieure grincent, et parfois la serrure de la porte arrière cogne. La trappe fait beaucoup de bruit et fuit, mais il s'agit d'une option rare, que l'on trouve uniquement sur les voitures importées. Le plafond n'aime pas la moindre humidité. Il se décolle facilement après un nettoyage à sec ou si la voiture est prise sous la pluie avec les fenêtres ouvertes. Les garnitures de seuil et le revêtement en chiffon des cartes de porte sont usés, et sur les voitures avec des niveaux de finition riches, le revêtement doux au toucher des boutons se décolle. Sur les voitures économiques, il n'y a pas de revêtement et la durée de vie est plus longue. La garniture du coffre est bombée sur le côté gauche de tout le monde. Ce n'est pas la conséquence d'un accident, mais simplement un défaut de conception. Eh bien, tout le monde casse le cendrier, il est tout simplement fragile, et le kilométrage et l'attitude n'y sont pour rien. L'interrupteur d'éclairage qui s'efface en blanc est simplement un signe de toutes les voitures de type Volkswagen, où le conducteur allume et éteint constamment les feux de croisement, plutôt que de conduire avec ceux-ci allumés tout le temps. La ressource du volant et des sièges est très correcte. Le volant en plastique dure éternellement en utilisation normale. Après 200 000, il diffère peu d'un neuf. Les sièges en tissu sont également très résistants à l'usure, sauf que les fils des coutures sont un peu hirsutes. Le kilométrage de ces voitures est facile et sans effort, en particulier dans les versions simples avec transmission manuelle et sans ESP. Un volant en cuir, et même avec des boutons, est moins résistant à l'usure, mais avec une utilisation prudente, sans rayer avec des clous et des anneaux, la texture conserve jusqu'à 100 000 et l'aspect normal, jusqu'à 200. Sièges en cuir et combinés sont en simili-cuir de qualité très médiocre. Même dans les configurations Lorrain et Sperluette Clement, où un cuir apparemment de bonne qualité est utilisé, la face arrière de la peau est toujours en simili-cuir et la face avant est en alcantara d'origine. Le simili-cuir ne sert pas partout de manière très fiable. En l'absence de soins particuliers, vers l'âge de 5 à 6 ans, les plis et les fissures deviennent clairement visibles et nécessitent une recousure ou un masquage avec du cuir liquide. Dans les régions chaudes, des problèmes sont apparus même pendant la période de garantie, et sous des conducteurs lourds, en plus des dommages au rembourrage, les coutures et les côtés du siège en souffrent grandement. La ressource du ventilateur d'habitacle est très faible, surtout si la climatisation est manuelle et qu'il n'y a pas de préfiltre externe. Le plastique des tubes du poêle vieillit très vite et devient cassant. Le problème est une surchauffe régulière des moteurs et un antigel peu efficace. Les fuites dues à des tuyaux cassés se produisent étonnamment souvent, vérifiez-les depuis le compartiment moteur pour les réparations des fermes collectives. Le climatiseur ici est assez durable. Sur les voitures équipées de moteurs 1.6, avec des kilométrages allant jusqu'à 200, le roulement d'embrayage du climatiseur peut faire du bruit, mais sinon tout est bien assemblé et ne cause pas beaucoup de problèmes. La corrosion et les fissures des tubes sont rares, le plus souvent après un accident et des travaux importants sur le compartiment moteur. Malgré la simplicité générale de conception de la machine, le système électrique de la plateforme PQ3546 est très sophistiqué, avec de nombreux blocs et d'énormes capacités. Dommage que la qualité du câblage ne soit pas très élevée. Comme beaucoup d'autres voitures, les endroits typiques des pannes sont le câblage dans les ondulations des portes et du coffre,
Mais il y a aussi des pannes du faisceau intérieur, dans sa partie supérieure, sous le tableau de bord et dans le compartiment moteur, après être entré dans le boîte à fusible dans le compartiment moteur et juste le câblage sur le moteur. Le système dispose de riches capacités de diagnostic, un scanner et un logiciel de diagnostic simple sont indispensables, mais ils ne permettront pas de détecter le problème s'il n'y a pas d'alimentation sur l'une des unités principales ou s'il y a un court-circuit dans le bus de données. Ajoutons ici le problème de plus en plus courant de corrosion des patins du bloc dans l'habitacle, d'une charge élevée sur le générateur et d'eau dans la boîte à fusible du compartiment moteur. En général, à l'âge de 10 ans et plus, Octavia pourrait très bien avoir des problèmes assez coûteux et difficiles à résoudre dans ce domaine. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Désormais, le prix de la plupart des composants électroniques n'est plus trop élevé. Nous avons donc appris à rebrancher et réparer l'unité BCM, également appelée unité de confort, qui est très sensible aux court-circuits et autres problèmes. Et il n'est pas situé au sol, comme dans les générations précédentes de différents modèles VW, Passat B5, Touareg i, Skoda Superb et autres, mais sous le panneau avant de l'habitacle, ce qui réduit les risques d'inondation. Les blocs restants, moins vulnérables, sont également bien étudiés et maîtrisés. Les voitures avant le restylage n'avaient aucun problème avec la liaison des clés. Il n'y a pas non plus de difficultés particulières avec les appareils d'enregistrement, le remplacement des blocs et leur flashage. De larges possibilités de personnalisation et un accès trop facile aux paramètres du système entraînent également des risques d'échec du codage, d'échec du micrologiciel et de logiciels non usine simplement mal écrits. Ajoutons ici les inévitables interventions des électriciens pour accorder de nouvelles unités. En général, il vaut la peine de vérifier la conformité des équipements réels et d'usine, et il vaut mieux ne pas plaisanter avec les concepteurs. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de la Skoda Octavia. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.